Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir choisi RCT et bienvenue dans cet édito. Une très large majorité des Congolais est unanime de dire que la prochaine élection présidentielle au Congo-Brazzaville, désormais anticipée pour les 12 et 15 mars 2026, question de prendre les Congolais au dépourvu, sera encore une mascarade, un simulacre d'élection. Le Conseil des ministres convoque ce jour le corps électoral sur toute l'étendue du territoire national et pour le premier tour de l'élection du président de la République, selon le calendrier suivant. Vote par anticipation des agents de la force publique. Jeudi 12 mars 2026. Vote général. Dimanche 15 mars 2026. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection du président de la République se déroulera donc du 28 février 2026 au 13 mars 2026, avec une journée dite de silence électoral le jeudi 12 mars 2026, afin de laisser se dérouler les opérations de vote des agents de la force publique. Vous imaginez avec quelle légèreté ce régime esclavagiste et colonialiste incarné par Denis Sassou Nguesso va encore dépenser des centaines de milliards pour organiser une parodie d'élection. Pendant ce temps, tous les fonctionnaires ou presque de la fonction publique sont en grève pour des revendications salariales. Certains d'entre eux cumulent désormais, écoutez bien, jusqu'à 99 mois d'arriérés de salaire impayés. La salle de mariage de la mairie centrale pleine comme un œuf. Les agents municipaux de Pointe-Noire se sont mobilisés pour décider ensemble de leur situation sociale difficile. Seul pour la circonstance à tenir les manettes de cette assemblée générale, le deuxième vice-président de l'Union des secrétaires généraux élus des syndicats des mairies du Congo appelle les syndiqués à prendre conscience de leur destin. Il s'agit des mêmes mots qui minent les agents des municipalités du Congo. Je suis en train de voir un camarade de Mosenzo qui, par manque de salaire, s'est retrouvé en brousse pour faire la chasse. Et là-bas, mordu par un serpent, il a eu la mort. Je suis en train de voir ceux-là qui ont perdu leurs épouses. Prenons-en conscience. Si nous avions reconnu à notre roi sa royauté, il devait lui appartenir de reconnaître l'esclavage que nous avions en tant qu'esclaves. Réunis en assemblée générale extraordinaire le 16 octobre 2025, ces agents municipaux de Dolisie, qui cumulent 97 mois de salaire impayé, menacent d'observer une grève sans service minimum au terme du délai de préavis si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Les maires, les secrétaires généraux doivent rester chez eux. Parce que trop c'est... Non, on est fatigué, nous souffrons. Vous savez aussi que l'université Mariangwabi est en grève depuis plus de 3 mois, c'est-à-dire depuis novembre 2025. Nous sommes en janvier 2026. Le dialogue engagé entre le gouvernement congolais et les syndicats de l'université Mariangwabi ce 19 janvier n'a pas permis de mettre fin au mouvement de grève qui paralyse l'enseignement supérieur depuis plusieurs mois. Pour lever la grève, il faut qu'ils nous payent d'ici la fin de ce mois un mois de salaire, soit le mois de novembre 2025 ou le mois de décembre 2025 ou encore le mois de janvier qui va vers la fin. Nous n'acceptons pas des démarches dictatoriales. En plus de cela, si ce mois est payé, il faudrait qu'on se retrouve avec le gouvernement pour signer un relevé de conclusion pour dire ce qui arrivera des mois à venir. Pour signer un protocole d'accord. On ne peut pas lever une grève sur la base de la dictature des impositions. Les morgues sont également en grève. Ici à la morgue municipale, ce 11 décembre, aucun service n'est fonctionnel.
les parents sont dans les mois. Déjà payé, les parents étaient ici, ils ont parlé avec les parents, ils ont dit qu'on peut enterrer aujourd'hui. Mais on a fait tout, on a préparé, on a mis les chapelles, tous les gros baffles, on a tout mis. Mais arrivé sur notre Dieu que le corps ne peut pas sortir. On a dépensé beaucoup d'argent là-bas, c'est pas eux qui vont nous rembourser l'argent là. L'État essaie d'y remédier vite à cette situation parce que ça pénalise beaucoup de Congolais, beaucoup de familles endeuillées. S'il faut reporter encore l'enterrement, c'est de l'argent qu'il faut dépenser encore. Les agents des mairies de Mosendio, Kaï, Dolizy, Ouesso, Pointe-Noire et Brazzaville traînent de nombreux mois impayés. Chaque mairie a son package de revendications allant entre 80, 60, 14 et 9 mois. L'agent municipal qui lâche le morceau préfère garder l'anonymat. Au niveau de la mairie de Brazzaville, nous avons déjà 14 mois impayés. Nous sommes en grève, nous réclamons nos salaires. Dolizy, ils ont près de 50 mois impayés. Moussendio ne parlons plus. Près de 80 mois impayés. La santé n'est pas épargnée. Tous les hôpitaux ou presque sont à l'arrêt. Des grèves récurrentes, principalement pour plusieurs dizaines de mois d'arriérés de salaires impayés, mais aussi des conditions de travail précaires, problèmes de transport, de nourriture, de médicaments et des menaces d'expulsion des logements des agents, exacerbant bien entendu le malaise. Vraiment, parce que si big façon minke kufwa. Portail fermé, salle d'urgence déserte, nouveaux malades refoulés, patients hospitalisés abandonnés à leur triste sort. C'est le constat fait le matin du 18 juin par notre équipe de reportage à l'hôpital général de Luandjili. Les agents de santé de cet hôpital réclament le paiement de leurs revenus impayés qui ont atteint plus de 21 mois d'arrêt de salaire. Au moment où on a recueilli les images, la direction générale et l'intersyndicale étaient en réunion pour trouver une solution palliative à cette crise. Mais hélas, ces travailleurs ont refusé toutes les propositions de la directrice générale. On est en assemblée générale et cette assemblée générale a produit une déclaration des travailleurs de ces trois structures, l'hôpital général de Luandjili, l'hôpital général de Ngoyo et l'hôpital général Adolphe Cissé. Sur cette déclaration, les travailleurs de ces structures ont donné un délai au gouvernement de 7 jours pour qu'on paye le mois d'avril et mai. Madame la directrice a sollicité à ce que nous puissions avoir le service minimum. Donc c'est ce qu'on a dit. On est dans l'incapacité de prendre des décisions pour permettre de mettre le service minimum à l'hôpital général de Luandjili. Désemparée, une garde malade s'est dite déçue de voir des personnes en détresse. Elle a ainsi appelé les autorités compétentes à résoudre ce problème le plus vite possible. Ça fait 28 mois que le corps médical n'est pas payé, c'est insensé. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent bien nous recevoir? Comment voulez-vous qu'on puisse bien travailler et en plus dans les conditions archaïques? Il y a encore des brancardiers qui sont malheureusement au manque de salaire. Nous sommes obligés de les entretenir parce que sinon, votre malade va rester en bas. Or que le brancardier, l'aide-soignant, l'infirmier, ils sont là justement pour aider le médecin. Et si eux déjà, ils ne sont pas payés, les médecins, je ne sais même pas comment ils font pour vivre. Je suis resté au moins 1 heure en bas parce que je ne pouvais pas monter. C'est incroyable. Comment ils font pour vivre? Un père de famille, une mère de famille va venir travailler tous les jours et à la fin du mois, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour ces agents, le paiement de leur salaire est la condition sine qua non pour reprendre du service. Cette situation est aussi similaire dans les autres hôpitaux généraux de Pointe-Noire, notamment à Ngoyo et Adolphe Cissé. Une situation inquiétante qui appelle à une solution efficace et durable dans le secteur de la santé. Et comme vous le savez aussi, le chemin de fer congolien n'échappe pas à la réalité chaotique du pays. Les cheminots cumulent plus de 40 mois d'arriérés de salaire impayés, tandis que les infrastructures du chemin de fer congolien, le CFCO, sont dans un état de délabrement avancé. Vraiment, ça me fait pitié. Na ba promesse na bino bozala nango à tous les jours. Wana ça me fait pitié. Bino bat voyager à tous les jours. Vous avez beaucoup étudié. Boyibika français, vous étudiez noka français. Vous connaissez bien porter les costumes. Et vous savez la différence. Il y a bata français na bata monokotuba. Vous fondez école na bino. Bozala kana sonité. Moi j'ai pas parce que je suis congolais 100%. Nana mi kanda tout et senga kana. Il y a le Congo. Mais comment bino ba dirigeant na bino ya biso boko yeba na bino te ke bozana suka vraiment au sonité
funa lo bana lingala parce que soki na lobi na lopoto bakoyeba ke tozo vivre mabe la gare matiti la gare comme bakaka soki oke liboso kuna na la PV bajeune babando vivre ke nzala te okoti na gare frontier te oko vivre nzala te ata nguba kolokota ata pondu kolokota okepesa bataba kozwa mais lelo tala la gare ondako bapigeon kufa ou bien nini. Plus de 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'$1 par jour, c'est-à-dire à moins de 600 francs CFA par jour. Et ce, malgré d'immenses ressources économiques dont dispose le pays. On rappelle, le Congo-Brazzaville est 3e producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. En plus de l'exportation de son gaz liquéfié avec une production annuelle de 5 millions de mètres cubes. À cela s'ajoutent des exportations de bois et de minerais. Le pays bénéficie également d'un réseau hydrographique extrêmement dense qui pouvait constituer un atout majeur pour son développement. Hélas. Nous sommes 6 millions d'habitants. Que les gens qui font attention, qui lisent l'ouvrage de Sassou Nguesso, Le Mangué, le fleuve et la souris, page 17, que dit Sassou Nguesso? Mon pays est beau, il regorge de richesses, il a de l'eau à profusion, il est habité d'hommes et de femmes, disons, qu'est-ce qu'il dit, d'hommes et de femmes bourrés d'énergie, de sagesse, il y a de l'eau à profusion. Il y a des ressources naturelles partout. 97 impressions. C'est Sassou Nguesso qui le dit à la page 17 que les gens aient regardé. Comment peut-on dire d'un pays qu'il a tout, c'est son terme, et 28 ans après, les Congolais sont totalement démunis. Mais pourquoi, Christian? Parce que l'enjeu de M. Sassou Nguesso et la bande, disons, des malfaiteurs qui sont autour de lui, c'est l'enjeu, c'est le pouvoir. Malgré toutes ces richesses, pour ceux qui vivent au Congo, vous pouvez le constater, et ce, malgré les 43 ans de règne son partage de Denis Sassou Nguesso, le chômage des jeunes est endémique. Les Congolais n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'électricité fonctionnelle. Les réseaux routiers sont dans un état de délabrement total. La plupart des voiries urbaines de la capitale sont dans un état de dégradation avancé, nid de poules à tout bout de champ, trous béants à certains endroits, transformant ces voies en une sorte de lac. C'est le cas sur l'avenue Jacques-Opango, à proximité du marché Soukissa, où les voitures préfèrent dévier par l'avenue Nganda-Couloir au risque de s'enlisser, pendant que d'autres osent tout de même passer par cette partie abîmée. L'avenue principale de Sadelmi et au terminus de Mazala à Mukondo ne sont pas épargnés par le tableau pelusant des routes en saison de pluie, empêchant ainsi la fluidité de la circulation aussi bien des piétons que des véhicules. C'est quand même déplorable de voir que les routes qu'on nous construit ici ne mettent pas du temps. S'il y a une petite pluie, du coup, la voie, je vais dire, le passage devient inaccessible. C'est comme si c'était des goudrons éphémères. Donc on se demande... est-ce que vraiment les autorités font ce qu'on a dit, un suivi pour ces ingénieurs-là? Les voies ne mettent pas du temps et donc la population souffre. Vous voyez ici, là, ça dormi, qu'il pleut pas. Le transport est très très difficile. Vous voyez, là il a plu, il fait 3 jours. Hein. Regardez l'état de la route. Ça c'est pas seulement ici, jusqu'au fond là-bas, loin là-bas, la route. Que le carburant soit cher. Hein, que le carburant soit cher, parce que c'est une difficulté. La détérioration des routes a des répercussions sur les activités d'une frange de la population. Mais les autorités ne voient pas ça. Hein? On n'a pas le suivi chez nous ici. Quand on fait les travaux, il n'y a pas de gens qui viennent contrôler si c'est bien fait ou mal fait. Les voies en question ne font même pas 5 mois. 6 mois, 7 mois, une année, ça se dégrade encore. Donc à chaque fois, on fait que les mêmes travaux à chaque fois. Mais ça ne tient pas. Par rapport à l'état de la route, on demande au gouvernement d'arranger pour que nos voitures ne tombent pas trop en panne à tout moment, pour qu'on puisse travailler régulièrement. Pour monter à Sadelmi là-bas, il faut 500. Dans notre goudron là, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de l'eau, pour prendre un transport, il faut 500, 1000 francs.
L'aménagement des infrastructures routières de la capitale, qui ne tiennent qu'à un fil, contribuerait à soulager les peines de la population qui paye les frais au quotidien. La dégradation avancée du réseau routier de la ville de Pointe-Noire devient sujet mettant mal à l'aise la population, laquelle ne cesse de se plaindre auprès des autorités compétentes. Le cas des passages à niveau qui présentent des grands risques d'accidents ferroviaires et routiers, précisément au fond de Tchétché et à Vongou dans le 3e arrondissement. Des endroits pourtant marqués par une circulation intense des véhicules qui circulent avec peine. Ces multiples risques générés par l'état pété des routes appellent à des solutions efficaces. Imaginez-vous que le train peut passer par là et les voitures sont bloquées et du coup ça peut créer un grave accident. Et nous-mêmes les gens qui vivons par là, on a aussi du mal à prendre du transport pour arriver là où on vit. Donc pour moi, je considère que c'est vraiment un très grand danger. Vraiment, si l'État, le gouvernement peut faire quelque chose pour cette route, en tout cas ça va vraiment nous arranger. Vraiment, on est fatigués, nous les habitants de ce côté ici. On en a marre, franchement. Essayez de faire quelque chose pour nous. Un citoyen interrogé sur les lieux sollicite du gouvernement la construction des infrastructures routières adéquates à l'instar du pont centenaire sur le boulevard Alfred Raoul à Brazzaville en vue de décongestionner la circulation et garantir la sécurité des agents de la route. Nous voyons comment la route est dégradée et nous voudrions que les autorités compétentes comprennent la souffrance de la population et voient ce qui se doit de passer. C'est vraiment difficile même pour avoir les occasions, c'est très difficile et nous demandons aux autorités compétentes de regarder et de venir au secours à cela. Si les autorités pouvaient venir voir ce qui se passe ici à Fond-de-Tchétché, d'essayer un peu d'arranger, il y a toujours des moyens parce qu'eux ils voyagent partout, ils connaissent, ils peuvent faire, s'il y a la volonté. Et nous voulons que cela soit fait parce que le train et le véhicule ne peuvent pas passer dans la même voie. Il faudra qu'on change, soit un échangeur et ça sera bien pour tout le monde, pour la population surtout. La population de Pointe-Noire qui attend toujours les fruits de la municipalisation additionnelle espère que l'aménagement de ces endroits sera pris en compte. Il est très intriguant de constater comment Denis Sassou Nguesso persiste à humilier les Congolais à la face du monde depuis des décennies en leur imposant des élections simulées dont les résultats sont décidés d'avance par lui et par son parti politique, le PCT. Vous conviendrez avec moi qu'en réalité, Denis Sassou Nguesso n'est qu'un mercenaire installé au Congo-Brazzaville pour servir les intérêts étrangers. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État, que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Banco, on y va ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient ? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Il y avait ici à Paris Denis Sassou Nguesso en exil, que personne ne voyait, ni Chirac, ni Roussin, ni Dupuche, ni les gens qui s'occupaient d'Afrique, qui étaient un peu à la ramasse, comme on dit en français, en perdition dans son bel appartement de l'avenue Rapp. Et on a beaucoup parlé, on a travaillé, on a réfléchi. À l'époque, il avait plutôt le sentiment qu'il ne retournerait jamais, en tout cas pour diriger son pays, puisqu'il avait été battu après le forum de 92-93, et il était battu aux élections. Il était, au fond, assez malheureux de voir qu'après tant d'années passées au pouvoir, depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, et lui-même chef de l'État jusqu'à 92-93, il était battu par le peuple, par des élections populaires. Moi, j'ai espéré que quand il est reparti en début 97 d'ici, de Paris, je l'ai beaucoup aidé, avec beaucoup d'amis, nous avons contribué à son retour aux affaires. Moi, j'espérais surtout qu'il appliquerait un programme, des projets allant dans le sens d'une meilleure éducation, d'une meilleure santé, d'une réparation du CFCO, du chemin de fer Congo-Océan, d'une création d'une route qui irait de Pointe-Noire, la capitale économique, à Brazza, etc., etc. Tout ça, malheureusement, après 2 guerres civiles d'août et de novembre 97, a contribué à l'arrivée de Sassou à Mpila et au pouvoir. J'ai encore ici, dans mon carnet, le long numéro de téléphone où je joignais depuis ce téléphone bleu Sassou, qui était en préparation de reprendre le pouvoir. Donc ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans,
c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. Puis il y a surtout tous ces détournements de fonds publics, d'utilisation de l'argent du pétrole pour autre chose que le bonheur du peuple. Enfin, toute une série de déceptions. Monsieur Sassou Nguesso, c'est lui qui va prendre des armées étrangères, les amène dans son territoire pour massacrer ses compatriotes. Et cette élite sans gêne nous dit que c'est l'homme qu'il faut. Donc, comment s'étonner, mon cher Christian, que nous soyons dans la nasse aujourd'hui, que nous soyons au fond du trou? Comme si ça ne suffisait pas, cette élite minable, ridicule, continue à nous dire que tout va bien. Il faut le dire, Christian. Ils nous disent que tout va bien, alors que c'est le sort qui plaît au Congo, alors que tous les jeunes veulent quitter le Congo, alors que vous avez suivi effectivement son numéro du Figaro, dit que non, les Congolais aujourd'hui battent le record de demande d'asile, disons, à l'étranger, en France principalement. Sassou Nguesso, parce que j'ai fait une enquête minutieuse sur lui. Sassou Nguesso a signé un document de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, comme quoi, en cas de conflit d'intérêts entre le Congo-Brazzaville indépendant et la France, lui, il défend les intérêts de la France. Sassou a signé ça le 12 octobre 1962. Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle, tous les éléments sont désormais alignés pour un nouveau passage en force de Denis Sassou Nguesso, un braquage électoral. Cependant, le peuple congolais aura certainement un mot à dire cette fois-ci. De quelle manière ? Je ne saurais vous le dire. Mais il est de notoriété publique que lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Oui, les Congolais ont ce droit face au régime PCT qui viole de manière permanente et délibérée la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 qu'il a pourtant imposée par la force et par le sang. Automne 2015, printemps 2016. Le Congo est secoué par des manifestations contre un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. L'opposition manifeste contre le référendum visant à modifier la Constitution et son résultat, puis contre la réélection du chef de l'État en mars 2016. Des rassemblements réprimés dans la violence un peu partout dans le pays, comme à Nkayi le 14 mai 2016. Ce jour-là, un jeune homme de 22 ans, Jodel Vumbi, rentre chez lui à pied. 8 ans plus tard, on le retrouve à son domicile. Allongé sur le ventre à même le sol, Jodel est devenu infirme. Touché par balle à la colonne vertébrale, il ne peut plus marcher et vit couché, à la charge de sa famille, sans suivi médical adéquat. J'avais des projets qui étaient en terminale, je faisais mon bac, j'avais mon projet donc. Et un jour, tous ces projets-là est remis en question. Au début, tu es en colère, tu te dis pourquoi moi, et tout, et puis le temps passe, tu te dis bon, c'est arrivé, donc je dois vivre ainsi. Et je vis comme ça. Une réalité extrêmement difficile à vivre pour le jeune homme et pour son père, Joël Vumbi. Responsable local de la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il est aujourd'hui à la retraite. On le retrouve à la projection d'un documentaire sur les victimes du référendum de 2015 organisé dans la ville. C'est un devoir pour moi d'être là, pour venir revendiquer justice pour toutes les victimes de cette crise politico-militaire, il faut l'appeler comme ça. C'est un long processus parti de 2015 jusqu'en 2016, jusqu'en 2017.
Cela fait 6 ans que l'ONG, le Centre d'action pour le développement, se déplace à travers le pays pour sensibiliser sur les événements des années 2015 à 2017 et réclamer justice. À ce jour, le nombre exact de victimes civiles reste inconnu. Les autorités font état de 4 morts et 10 blessés par balle, dont 3 membres des forces de l'ordre. La société civile, elle, parle d'une 60aine de morts et plusieurs blessés graves. Aucune enquête n'a été menée en dépit des demandes répétées des organisations de défense des droits humains. Parmi les restantes violations graves et répétées de la loi fondamentale, c'est la sortie médiatique du général Serge Aubois, patron de la milice privée de Denis Sassou Nguesso, subtilement désigné garde présidentiel. Avec une ferme détermination, vous l'avez tous vu et entendu, Serge Aubois, le boucher de Brazzaville, a décidé d'exécuter froidement, sans état d'âme, comme il s'en vante lui-même, des jeunes présumés délinquants sans procès. On n'a pas fini. Nous irons jusqu'au dernier retranchement du dernier bandit. À vous les parents, vos enfants sont toujours innocents. Innocents restent à la maison. Innocents se battent dans les rues. C'est-à-dire qu'ils assassinent des jeunes avec froideur, sans émotion, sans scrupule, sans se soucier des sentiments d'autrui ou des conséquences morales sur la simple base des renseignements. Vous imaginez? Jésus. Oh Jésus. Eh 9 mois maman. Maman ça rebota. Maman. Oh Jésus. Hey. Toute part dans le monde où on a utilisé le renseignement pour pouvoir exécuter les gens, c'est ce qu'on appelait la dictature. La dictature, c'est ce qu'on appelait le régime criminel. Il est important de noter que le renseignement fait partie de toute la partie de la procédure, de toute la partie justement de recueillir les informations qui amènent à une appréciation plus froide de la justice, en l'occurrence qui permet au procureur de pouvoir dire si oui ou non il y a lieu à poursuivre. Et si on doit poursuivre, maintenant, il y a les procès qui permettent de déterminer ou de qualifier les actes commis par rapport à la loi. Ils disent qu'ils ont des preuves. Les preuves sont toujours examinées en charge et en décharge. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui dit que ces jeunes, si on ne les avait pas froidement abattus comme du gibier, ces hommes, parce qu'il y en a parfois qui sont assez mûrs, si ces enfants n'allaient pas porter de contre-preuves. On dit que j'ai été attrapé en train de tenir une arme, et ainsi de suite, mais je ne sais même pas tirer une arme, un exemple. Vous voyez, on dit que j'étais dans un groupe, alors que souvent, on a vu, on les a tirés du sommeil. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a le minimum, c'est quand même du minimum de ce qu'on peut appeler l'information judiciaire. Il faudrait qu'on arrive à rassembler suffisamment d'éléments de telle façon que qu'une sentence soit prononcée, pas par un gueux, pardonnez-moi l'expression, parce qu'ils sont tellement graves, un gueux comme Aubois Serge. Venons de la même source. Qui dit que nous avons arrêté, tué froidement ces jeunes à partir des renseignements qu'on a eus. Et c'est normal que lorsque ces renseignements, des fameux renseignements, sont mis à mal, sont critiqués, y compris par des mamans qui descendent dans la rue. C'est normal qu'ils cherchent ce qu'on appelle l'autoprotection, c'est-à-dire qu'ils viennent protéger en disant mais ils ont eux-mêmes avoué, mais qui c'est qui a avoué, qui était là, qui était témoin, vous voyez, qui a avoué, et en fait, et au nom de qui, au nom de quoi, et devant qui, quel témoin.
Le général Serge Oboa, un hors-la-loi, hostile au droit et à la justice, pour des raisons que lui seul sait, a manifestement dévoilé la véritable mission que lui a confiée son patron, Denis Sassou Nguesso. La mission, bien entendu, de porter un coup fatal à l'existence des forces armées congolaises. Quelles que soient les justifications qui pourraient être avancées, cela reste essentiellement des paroles vides. La vérité, c'est que les forces armées congolaises républicaines n'existent plus. Autrement dit, Serge Oboa aurait déjà été arrêté et traduit devant une cour martiale pour usurpation des prérogatives, mise en danger d'un peuple et pour violation intentionnelle des lois et règlements de la République.